Salutations à la communauté jeux de rôle passion, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Salut JB, tu vas bien? Moi, ça va bien. Est-ce que toi, ça va bien? Ouais, au top. Moi j'arrive de Octogone 2022 à Lyon qui s'est super bien passé. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vraiment remercier très chaleureusement toutes les personnes que j'ai pu voir, avec lesquelles j'ai pu discuter. Alors, je ne ferai pas l'affront de citer quelques noms parce que je risque d'en oublier. Mais vous vous reconnaîtrez. On a bu un café, on a échangé quelques mots, que ce soit dans le tramway, que ce soit dans le double mixte. C'était vraiment super. Merci pour vos encouragements. Il y en avait pour toi aussi, JB. Bah merci. Alors, mais j'ai vu le reportage photo sur le groupe Facebook et ça faisait même rien que de regarder, ça faisait plaisir. Voilà. Ah ouais, vraiment, c'était extrêmement chaleureux et on le voit aussi au niveau des, on va dire des résultats, des vues, hein. La première vidéo qu'on a faite il y a un chouille plus d'un mois est pas loin de 2000 vues avec des commentaires qui sont quand même assez sympas. Donc merci la communauté, hein. On est très content, pas vrai, que vous appréciez ce qu'on essaye de faire. Ouais, à savoir un contenu peut-être un peu technique, mais bah c'est pas quelque chose qu'on retrouve, je trouve, beaucoup sur les YouTube francophones consacrés à D&D, et donc bah voilà, autant le faire. Effectivement, alors notre passion, elle s'exprime aussi d'autres façons. Je vais en profiter quand même parce que c'est pas souvent le cas que ça se produit pour rappeler un peu que tu es l'auteur de Coureur d'orage, hein. Eh oui, Mais Coureur c'est d'orage qu'on gentil. peut se procurer toujours et qui est donc un jeu de rôle D&D dans la veine un petit peu OSR, jeu de rôle de poche qui est vraiment excellent. Et puis surtout ta toute dernière production. Oh, Ah bah oui, ah bah oui, merci, j'ai merci. commandé ma copie en physique de Ogre Mage, Légende de la Dévoration. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller jeter un œil si vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais c'est juste excellent. Un focus sur les Ogres Mages, qui est une créature très peu exploitée en D&D 5 et qui pourtant a un potentiel vraiment extra. Et tu fais plus que juste en parler, tu donnes aussi un contexte de background quand même, hein. L'idée de la dévoration, je trouve ça vraiment super. Bravo. Merci. Moi, c'était pas prévu. Il m'a pas prévenu qu'il allait faire Non, ça. Donc, je suis tout gêné. Donc, bah oui, bah voilà. Donc, effectivement, je suis en plus de venir bassiner tout le monde avec du langage hermétique sur des sur YouTube, j'écris aussi un peu. Donc, voilà. non, non, c'est très très bien. Vraiment, j'invite tout le monde. Je mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un œil. Ça se télécharge en PDF, ça se commande en format physique. C'est très peu cher, c'est 10 euros, c'est largement abordable vu le boulot qui est fait parce que c'est quand même illustré par John Grumpf. C'est super. Allez voir la petite vidéo. JB, plus de 40 000 réponses, disait Jérémy Crawford au premier playtest qui a été diffusé par Wizard of the Coast et qui concernait donc les races. Ouais, c'est ça. C'est quand même considérable. Il doit y avoir, ça doit être plus maintenant, hein, parce que la vidéo de Crawford, elle a quelques jours déjà, hein. Oui, oui, sachant qu'il annonçait qu'il restait encore quelques jours pour s'exprimer sur le premier package de playtest. Et en plus, ben, je ne sais pas ce que toi, quel est ton ressenti, mais pour moi, autant je veux bien que les peuples, ce soit un sujet intéressant, mais pour moi, le vrai playtest, il commence maintenant avec ce Complètement. document-là. Voilà, et Complètement. les 3 premières classes qui débarquent, et je pense que là, ça va encore monter en puissance au niveau des retours sur le sujet. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je crois que tout le monde attend ça. Et ils ont été très malins, je trouve qu'ils teasent, hein, parce que, évidemment, ils n'ont pas commencé avec les combattants. Non. Ils n'ont pas commencé avec les guerriers, ils n'ont pas commencé avec les magiciens, ils commencent avec l'intermédiaire, ce qui est une des innovations, on va dire, qui est proposée pour D&D 2024. Mais avant toute chose, rappelons une fois de plus que tout ceci n'est que playtest, bien entendu. Rien n'est officiel. On a eu quelques commentaires qui nous ont laissé à penser que les gens pensaient que c'était peut-être des versions définitives. Non, non, pas du tout, les amis. Et d'ailleurs, Jérémy Crawford revient très longuement sur ce sujet-là dans sa vidéo en disant attention, rien de définitif, on teste, c'est expérimental, c'est ça. Oui, et notamment, ce qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, c'est une expérimentation qui se chevauche de paquet en paquet, parce que par exemple, le lexique enfin, en gros, les modifications de règles génériques qui sont à la fin de ce paquet remplacent celles qui étaient à la fin du paquet précédent. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la précédente vidéo, on parlait de l'inspiration qui était gagnée sur un 20. Là, maintenant, il propose une version où l'inspiration est gagnée sur un 1 naturel. Absolument.
dans cette version là qui vient de tomber, on ne parle pas de joueurs, de monstres qui ne font plus de critiques. Donc tout ça, et en fait, c'est du work in progress qui évolue quasiment à chaque document qui sort. Hein. Exactement, et il ne faut jamais le perdre de vue, même si vous envisagez de tester justement ces propositions. Jeremy Crawford insiste sur le fait qu'il faut donc utiliser véritablement le glossary, le glossaire de cette version-là, qui prend le pas sur la précédente. Ne vous amusez pas à mélanger les deux. Vous ne serez pas dans un contexte idéal pour vraiment juger de la pertinence de ce qui est proposé. Donc ceci étant dit, on peut commencer à entrer dans le vif du sujet. Constitue-toi un trésor de vidéos d'astuces, de conseils et d'infos en t'abonnant à la chaîne. Moi j'ai été vraiment franchement hyper excité, hyper épaté par toutes les propositions qui sont faites dans ce playtest. On va commencer par l'une des plus cosmétiques, à savoir le regroupement des classes en famille. C'est ça, qui renvoie en fait à un regroupement précédent qu'on pouvait trouver dans ADD 2, si mes souvenirs sont bons, où ils avaient déjà fait, voilà. En gros, on part du principe que les 4 classes d'origine de DD sont en fait 4 groupes, et donc on se retrouve avec les combattants, les experts, les prêtres et les magiciens. Et sachant que là, donc on va s'attaquer sur ce playtest-là au groupe des experts, qui peut se traduire très simplement par classe disposant de l'expertise, la fameuse capacité d'expertise de DD5 qui permet d'avoir un bonus de maîtrise doublé sur les tests de compétences. Et donc, ce groupe des experts regroupe 3 classes, donc 2 qui étaient déjà des experts dans ce sens-là en DD5.0, à savoir le roublard et le barde, et un qui fait son entrée dans la classe, c'est le ranger, même si on pourrait dire qu'en fait, il avait déjà fait son entrée à l'époque du Tasha, de la sortie du Tashas, puisque cette idée de remplacer certaines capacités de classe qui ne marchaient pas trop par juste l'expertise, elle date du Tasha. Oui, effectivement, autre chose qui date du Tasha, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'artificier. L'artificier dont on parle à la fin de ce playtest et qui est cité comme faisant partie donc du groupe des experts aussi. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'ils vont quand même modifier la classe, parce que spontanément, je ne l'aurais pas vu. Enfin, les versions qu'on a, à savoir la version d'Eberron et qui avait été mise à jour dans le Tasha, je ne l'aurais pas spontanément mis en expert. Donc, oui, effectivement. Alors, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que ça va leur permettre de donner des caractéristiques, des éléments communs à toutes les classes qui appartiennent à un même groupe. Par exemple, certains objets magiques, par exemple, ne fonctionneront que pour les experts, ou que pour le groupe des lanceurs de sorts, ou que pour le groupe des combattants, et ainsi de suite. Donc, ce qui ressort, pour moi, je ne sais pas toi, de ce package, c'est un effort très poussé, de conceptualisation de compartiments. C'est-à-dire que vraiment, ils ont essayé d'être les plus clairs possibles et d'être les plus précis possibles. Oui, mais, parce que le diable est dans les détails. Moi, j'aime beaucoup ce système de compartiment parce qu'effectivement, on revient à cette idée qu'avec D&D, ils reviennent à l'original D&D, donc ils reviennent aux quatre fondamentaux, guerrier, voleur, magicien, clerc, donc avec les 4 groupes. Mais en fait, on se rend bien compte que ce regroupement, même si moi je l'apprécie d'un point de vue esthétique, est un petit peu artificiel. Pourquoi ? Parce que je vais donner 2 exemples. C'est qu'on se retrouve dans le playtest, on commence à nous expliquer qu'effectivement, il y aura des éléments réservés aux experts, aux warriors, au groupe, mais dès le départ, avec le ranger, ils font exploser ce concept, puisque le ranger est un expert qui a accès au dos de combat des warriors. Et le barde a accès au clair. Voilà. Et le barde, qui est un expert, est aussi un pur lanceur de sorts arcanique. Donc, ouais. Voilà. Alors, on va rentrer dans les détails, mais on peut dire que en creux, on aperçoit aussi certaines modifications qu'ils vont très certainement proposer dans les règles de magie. Oui, il y a certaines choses qui transparaissent et qui permettent d'avoir déjà un petit avant-goût. Hein. Oui, et c'est des gros changements. Hein. C'est des gros changements, c'est pas esthétique, effectivement. Autre chose que j'ai noté, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est un effort
mais énorme, et Jeremy Crawford en parlait dans sa vidéo, sur la pédagogie, en fait, hein, c'est-à-dire de rendre le jeu extrêmement accessible par des explications les plus fouillées possibles. Hein. Tout à fait. On est beaucoup plus sur du clé en main. Ça se voit notamment beaucoup sur la classe de Roublard et son archétype du voleur, où un certain nombre de capacités qui étaient extrêmement floues et compliquées à mettre en place sont maintenant limpides en termes d'usage. Je pense notamment à la capacité emblématique du voleur, donc l'archétype de Roublard, qui était celle de pouvoir utiliser en action bonus, utiliser un objet, où il fallait creuser et disséquer le manuel des joueurs pour comprendre exactement comprendre. Absolument, absolument. Voilà. Au-delà de ça, il y a par exemple des combinaisons types qui sont proposées. Par exemple, tu veux créer un barde, et ben tu vas avoir des propositions de sortilèges direct pour le niveau 1, des propositions de compétences. Ce qui fait que si tu n'as pas le temps ou si tu découvres le jeu, ils ont fait cet effort de proposer des choix typiques pour perdre le moins de temps possible, en fait. Tout à fait. Mais dans le cadre de la magie, ça va aussi avec la refonte de la magie, parce que c'était important pour que le jeu reste clé en main de fournir en gros un choix préfet. Puisqu'on va revenir vraiment sur le bar, mais comme il y a maintenant un choix qui est beaucoup plus vaste qu'avant, c'était important. Moi, vraiment, je les attendais au tournant sur ce truc-là, et le fait qu'ils aient fait ces listes présélectionnées, j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est très très bien. Importance aussi accrue, je trouve, du multiclassage. Le multiclassage est vraiment mis en exergue dans chaque classe. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un chapitre de renvoi final où on explique comment fonctionne le multiclassage de façon transversale, on a pour chaque classe, en gros, ce qu'elle apporte en termes de multiclassage et ses conditions de multiclassage. Mais on va en venir à un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que ça confirme définitivement qu'en 5.5, 1D&D, le multiclassage et les feats ne sont plus optionnels, ils sont intégrantes de la mécanique de jeu. Je propose qu'on rentre dans le détail des classes. À commencer bien entendu par celle du barde, hein, tout simplement. Hein. Beaucoup de changements, comme on le disait. On peut pas s'empêcher, en parlant du barde, d'évoquer certaines modifications dans le système de magie. Bien sûr, et de toute façon, c'est la première chose qui saute aux yeux, c'est-à-dire qu'on peut pas leur enlever, c'est une volonté d'unification du système. C'est-à-dire que je pense qu'il faut acter, on sera fixé avec le paquet sur les magiciens, et notamment par rapport aux sorceleurs, mais ils ont décidé d'unifier le système de magie de manière à ce qu'il n'y ait pas 3 catégories différentes de personnes entre ceux qui préparent, ceux qui ont accès à toute la liste et ceux qui ont un certain nombre de sorts connus. Et donc, le barde comme le ranger, qui étaient les 2 catégories avec des sorts connus en DD5, sont maintenant des catégories qui préparent, donc un peu à la façon du magicien. Et donc, le barde, désormais, prépare ses sorts, sachant qu'il a accès, et ça j'ai trouvé ça très bien, parce que moi c'est une thématique qu'on trouve qui n'était pas assez utilisée, il a accès à donc on avait déjà parlé dans la dernière vidéo, maintenant il y a 3 méta-listes de sorts, donc arcane, divin, primal, donc magie primordiale, magie divine, magie arcanique, et le barde a accès à la magie arcanique, mais à seulement 4 des 8 écoles traditionnelles de magie dans DD, et celle qui colle évidemment avec le barde, c'est-à-dire qu'il a accès à la divination, l'enchantement, l'illusion, la transmutation, ce qui revient à accès, c'est-à-dire qu'il a accès à la moitié des sorts arcaniques. Et là, on commence à voir comment ils vont fonctionner, parce qu'ils avaient donné des pistes dans le précédent sur l'idée qu'il y aurait les 3 grandes listes et qu'ensuite chaque classe ferait sa popote, puisque c'est le même principe avec le ranger, on y reviendra, qui a accès à tous les sorts primal, sauf l'évocation, c'est-à-dire que le ranger n'invoque pas la foudre. Ce qui, moi, colle bien. Alors, non seulement ça, mais il faut savoir aussi que certains sortilèges, on y reviendra peut-être plus tard, ont changé d'école. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de systématiser ce qu'on voyait déjà chez le Eldritch Knight et le Arkham Trickster, qui était l'idée d'utiliser les familles de sorts, donc les grandes écoles de magie, comme en fait des sous-listes qu'on pouvait compartimenter.
notamment, donc le Eldritch Knight ne pouvait prendre que des sorts de mémoire, d'abjuration et d'évocation. Et donc, on retrouve cette mécanique-là, mais portée finalement à toutes les classes, en tout cas chez les 2 classes d'experts que nous avons sous les yeux. Alors aussi, sauf erreur de ma part, il y a un changement concernant les cantrips, hein, les tours de magie, qui maintenant se préparent comme n'importe quel autre sort. Alors qu'auparavant, donc, les tours de magie, c'était des sorts que tu pouvais lancer à volonté et qui étaient fixes. Tu ne pouvais changer de sort que lorsque tu changeais de niveau. Là maintenant, tes cantrips, tes sorts de niveau 0 peuvent être modifiés comme les autres sorts. Voilà. Donc, ce qui revient à dire, pour faire simple, qu'ils ont considérablement augmenté la versatilité. Absolument, oui, la versatilité, oui. Tout à fait, absolument. Et ça, on le voit aussi d'un point de vue purement pratique, puisque, et ça, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Maintenant, tu as le nombre de sorts que tu peux préparer est égal au slot, aux emplacements de sorts que tu as. Donc, si tu es par exemple, tel que c'est affiché, si tu es par exemple de niveau 3, eh ben, tu vas pouvoir préparer 4 sorts de niveau 1, 2 sorts de niveau 2. Il n'y a pas de ce calcul d'apothicaire qui consistait à un moment donné, en 5e édition, à prendre le niveau, avec le niveau divisé par 2, pour savoir combien de sorts tu peux mémoriser. Alors, c'est une gymnastique de moins. Ça clarifie, je trouve, le système. Et ça, moi, je mets ça au rayon des vraiment très bonnes idées, quoi. Disons qu'on enlève une variante numérique, un calcul de plus à faire, une formule de plus à mémoriser. Tout est sur le tableau. Donc oui, c'est relativement simple. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est, on verra si on continue là-dessus, c'est sur cette capacité à systématiser ça. C'est-à-dire que ça va être, je pense, pareil pour tout le monde, en fait. Ouais. On retrouve ça aussi par la bande, et ça, c'est très intéressant, et ça change tout, sur le système des archétypes. Les archétypes maintenant, la progression des capacités liées aux archétypes est la même à tous les niveaux pour toutes les classes. Oui. C'est-à-dire, au niveau 3, au niveau 6, au niveau 10, quelle que soit ta classe, tu as la capacité qui tombe. Et donc, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait un décalage, qui gagne quoi, à quel moment. Exactement, qui forçait donc systématiquement à avoir le bouquin ou la référence sous les yeux. Au deuxième niveau, donc, ils ont les chants de restauration, Songs of Restoration. Bon, en gros, c'est un petit peu comme les domaines divins, sous des 5. Hein. C'est-à-dire que c'est une liste de sorts que tu as automatiquement, c'est-à-dire que tu n'as pas à les choisir, qui ne compte donc pas dans ta limite de sorts connus. Et tu en as un donc au niveau 2, 4, 6, 8 et 10. Ce qui fait du barde un soutien de soins franchement top. En fait, là encore une fois, on en revient à ce qu'on prend d'une main, on le redonne de l'autre. C'est qu'en fait, il lui donne la possibilité d'aller chercher des sorts de soins qui ne sont pas dans la liste de magie arcanique. Mais par contre, ils lui ont enlevé la fameuse Song of Rest, qui était la capacité de berceuse emblématique du Bard, qui en DD5, quand ses copains font une short rest, un repos court, peut jouer du jumbé, par exemple. Du bignou. Ploup, ploup, et leur permettait de regagner un nombre accru de points de vie. Puisqu'en gros, dès qu'on dépensait un dé de vie pour regagner des points de vie, avec le Bard permettait d'ajouter un dé supplémentaire. Ça, il l'a perdu, ça n'existe plus. Mais donc, en échange, le Bard se retrouve, en tant que spellcaster arcanique, à avoir une sélection de plutôt bons sorts de soins tirés tirés de la liste divine, qui sont toujours préparés, qui sont toujours là, toujours dispo pour lui. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a maintenant une version du Bard qui est un soutien, ne serait-ce que pour cette capacité que tu as au deuxième niveau, qui est franchement intéressante, quoi. On a ensuite, donc, au niveau 4, donc au niveau 3, tu choisis une sous-classe, hein, d'accord, une spécialisation. Et on a au niveau 4, donc, le don. À savoir que la capacité donc d'augmentation de caractéristiques maintenant devient un don, en fait. Donc, en fait, c'est la même chose, mais la philosophie est différente. C'est-à-dire qu'en DD5, on vous disait, au niveau X, Y et Z, vous augmentez vos caracs, et si vous jouez avec la règle individuelle des dons, vous pouvez, à la place d'une augmentation de carac, prendre un don.
Là, maintenant, on part du principe que tout le monde joue avec les dons. Les dons ne sont plus optionnels. Donc, au niveau X, Y et Z, vous gagnez un don, sachant que gagner plus 2 en carac, enfin, monter les caracs est un don qu'on peut prendre autant de fois qu'on veut. Donc, on peut retomber pour les MJ, et j'en fais partie, qui ne jouent pas forcément avec les dons, on peut retomber sur la mécanique de DD 5.0 en disant bah, moi je n'autorise qu'un seul don, c'est le don d'augmentation de caractéristiques, donc quand vous prenez un don, vous prenez celui-là. Il faut juste que la table soit d'accord. Disons qu'avant, le livre des règles allait dans le sens des MJ qui disaient ça. Le MJ n'avait qu'à dire je n'autorise pas la règle optionnelle des dons et c'était réglé. Là maintenant, toute la table soit cool et dise ah ok, donc quand on augmente, on prend juste augmentation de caractéristiques. Mais j'ai vu que tu étais passé un peu, et est-ce que tu as noté toute la refonte de la Bardic Inspiration? Non, non, absolument, oui, il y a plein de choses à dire là-dessus. Tu as tout à fait raison. Parce que là, ils ont fait de grosses modifications. Là aussi, dans le sens de la simplification. Et moi, je trouve ça très, très bienvenu. Je te laisse commencer à expliquer ça. Ouais, si tu veux. Alors, en fait, le principe de la Bardic Inspiration en 5.0, c'était, en gros, avant l'action ou avant que les copains soient dans le besoin, on jouait un coup de bignou, le bard jouait un coup de bignou et distribuait en action bonus des dés que ensuite le joueur qui avait reçu son dé d'inspiration pouvait décider d'utiliser. Il avait 10 minutes pour s'en servir. Voilà, avec 10 minutes pour s'en servir. Important, et il y avait le côté, fallait prévoir en avance. Là, maintenant, ce n'est plus le cas puisque la distribution de dés est une réaction. C'est-à-dire que quand un copain échoue à un jet, quand un autre joueur se plante, le bard peut décider en réaction de lui offrir, juste avec un riff de guitare, de lui offrir un dé d'inspiration. Voilà, que le joueur pourra utiliser pour essayer de gonfler son score. Sachant qu'en plus, on a de base une option supplémentaire qui est celle que le dé d'inspiration bardique peut maintenant servir à rendre en instantané des points de vie. C'est ça. Voilà. Très important. Alors, c'est une petite valeur de points de vie, mais ça peut faire la différence entre être KO et être debout. Très important parce que du coup, on passe d'un dé d'inspiration qu'on confiait en fait à son compagnon et dont il se servait quand il voulait, à un dé d'inspiration qui reste la propriété en fait du barde. Et c'est lui qui décide quand est-ce qu'il s'en sert parce que c'est en réaction. Et ça, je trouve ça pas mal. Autre chose qui est sympa, c'est que le dé d'inspiration, tu en as autant que ton bonus de maîtrise. Oui, alors ça c'est un gros. Alors c'est à la fois un boost pour certains archétypes, notamment les bards combattants, donc le Valor Bard et le Sword Bard qui étaient un peu embêtés parce qu'ils devaient toujours faire l'arbitrage entre leur dextérité et leur charisme. Là, ils ont moins d'arbitrage à faire. Mais par contre, de façon globale, c'est un nerf du bard puisque le bard pouvait maximiser sa Bardic Inspiration à peu près aux alentours du niveau 8 avant. Là, il lui faudra atteindre le niveau 13 pour avoir le maximum, c'est-à-dire les 5 dés qui se remplacent à chaque repos court. Donc, globalement, la Bardic Inspiration est un peu nerfée par rapport à avant, ce qui n'est pas un mal, puisque le bard était, on peut le dire, quand même une des classes les plus efficaces du jeu de très loin, et le rendre un peu moins bon en tout ne me paraît pas problématique. Ouais, je suis bien d'accord avec ça, mais ça le rend vraiment, moi je trouve beaucoup plus intéressant. Moi j'ai toujours pas détesté, mais enfin j'ai toujours été gêné par ce dé d'inspiration que tu donnes à un joueur et puis en fin de compte il t'échappe quoi. Voilà. Et puis il y a plein de fois où finalement il s'avérait inutile parce que la situation finalement ne s'y prêtait pas, donc tu le lançais en avance. Mais dans les 10 minutes, en fin de compte, il n'y avait pas eu l'usage. Là, c'est en réaction quand même. Ouais, et en plus, je ne sais pas si tu as vu un peu plus tard dans la progression, il y a un petit truc rigolo, c'est très bien vu, moi j'aime beaucoup. C'est l'idée que si le dé d'inspiration fait un 1, donc en gros le pire résultat possible, il t'est remboursé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que ça t'assure que le dé d'inspiration te filera au moins un +2, et donc il n'est pas dépensé pour rien, quoi. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, ils ont décidé aussi globalement de valoriser aussi les hauts niveaux avec ce playtest. Parce que quand tu vois les avantages que tu commences à débloquer dès le niveau 15, il y a des choses quand même assez incroyables. Par exemple, niveau 18, le supérieur Bardic Inspiration, tu regagnes en fait 2 utilisations d'inspiration bardique lorsque tu fais un jet d'init.
Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que, alors là, moi, je suis un peu mitigé dans le sens où, de toute manière, enfin, les niveaux 18, en vrai, ça n'intéresse personne. Il y a 4 joueurs dans le monde entier qui jouent au niveau 18. Donc, pour moi, c'est pas un vrai sujet de réflexion. Disons que moi, j'ai tendance j'en suis arrivé à un stade où je m'arrête au niveau 11 à lire les classes. En fait, je lis même plus ce qu'il y a après, mais bon. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choix, en fait, qui sont faits. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les capstone abilities, donc en gros, les capacités de progression ultime dans une classe qui avant arrivaient au niveau 20, maintenant arrivent systématiquement au niveau 18. C'est-à-dire que c'est au niveau 18 que tu as ta super capacité de barde. Ce qui arrive au niveau 20, c'est ta capacité à aller chercher un epic fit, un epic boon, donc un don. C'est ça. Voilà, super balèze, beaucoup plus fort que les autres dons. Donc on voit encore une fois que cette fois-ci le don est au cœur du système, même si encore une fois, niveau 20, voilà. Mais c'est vrai que c'est un changement de philosophie. Et donc la capstone ability du Bard avant a été considérée comme très décevante en 5.0. La version 5.5 est juste plus forte. Voilà, elle est beaucoup plus efficace, il n'y a pas de doute. Oui. Et puis là, on parle de celle du Bard, mais de mémoire, celle du Roublard, il y a de quoi dire aussi. Enfin, comme tu le dis, moi, je vois l'intérêt effectivement dans le changement de philosophie, hein, et qui sera intéressant à suivre dans les différents playtests qui vont arriver. Donc, globalement, pour synthétiser, simplification, clarification. Ouais. Clarification, ça semble beaucoup plus clair et simple à utiliser pour tout ce qui est des dés d'inspiration bardique. Ouais, il y a un étalonnage des capacités aussi. On se rend compte que certaines capacités qui étaient considérées comme très fortes arrivent un peu plus tard. Alors, il y a quelque chose qui fait hurler les optimisateurs américains, notamment chez l'archétype du Bard, donc le Bard du Collège du Savoir, qui était considéré comme un des archétypes les plus forts de la classe, un des deux plus puissants archétypes de la classe, avait cette capacité de pouvoir aller chercher des sorts des autres lanceurs de sorts dès le niveau 6. Cette capacité, il ne l'a plus du tout. Elle a été supprimée, oui. Voilà, elle est complètement supprimée. Pour moi, c'est normal. C'est-à-dire que c'était vraiment une capacité forte, non pas trop forte, mais c'était très fort. Et ce qu'ils lui ont mis à la place est, à mon sens, sous-estimé par les intervenants américains, parce que je trouve que c'est une très bonne capacité, qui est la capacité, quand tu lances un dé d'inspiration, à avoir l'avantage sur le dé d'inspiration, c'est de Bardic Inspiration, c'est-à-dire lancer 2 dés et garder le meilleur. Numériquement, c'est juste un bonus de plus 1, plus 1,5, mais par contre, ça crée un effet de seuil, c'est-à-dire que tu peux quasiment assurer un bonus de plus 5 à ton copain qui va en avoir besoin. Et un bonus de plus 5, ça change tout. Complètement, oui. Voilà. Et en plus, il a donc dans le Bard du Collège du Savoir, dans cette configuration de playtest, est le maître de l'inspiration, puisque maintenant, il a toujours son Cutting Words, qui est sa capacité, en gros, plutôt que de booster ses copains, handicaper les adversaires, en les insultant, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. Foutage de gueule. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes un genre foutre. Hop, moins 5 à ton jet d'attaque. Bordi. Et donc, il a cette capacité-là. En plus, donc, il a cette capacité à avoir des super dés d'inspiration, puisqu'il en lance 2 et garde le meilleur. Et au niveau 10, non seulement quand il inflige, quand il pénalise un adversaire, il le pénalise donc lourdement, en mettant soit un plus 5, soit un plus 6, quand même, statistiquement, mais en plus, il lui inflige des points de dégâts psychiques, et donc, quand tu traites le troll de Jean Foutre, non seulement tu le rends nul, mais en plus, tu le blesses. Voilà, tu le humilies, et j'aime bien ça pour cette idée de lore. C'est évidemment moins flashy que le Bard qui pouvait aller chercher Fireball au niveau 6, mais c'est sympa. Je trouve que c'est un bon concept. Ouais, effectivement. On peut passer au Ranger, peut-être. Allez. Qui est donc dans la suite de ces classes experts. Donc, allez, gros morceau, le Ranger, hein, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils travaillent dessus. On avait eu la refonte dans le Tasha, il y avait eu des UA où ils avaient testé d'autres versions. C'est le gros sujet. Là. Et c'est une classe problématique pour eux depuis longtemps. C'est une classe qui est que la plupart on qualifie de un petit peu ratée, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, ils ont du mal un petit peu à lui donner vraiment sa place dans le jeu. Là, ce que j'en ai lu, ça va plutôt dans le bon sens. Je sais pas toi. Moi, je trouve qu'ils ont réussi, en fait, et c'est là où on voit qu'ils ont travaillé dans la continuité, parce qu'en fait, ils ont intégré dans
le châssis du Ranger des choses qu'ils ont testées et dans le Xanatar et dans le Tasha. C'est-à-dire qu'on retrouve une synthèse de ce qui a bien marché. Donc déjà, comme il passe lui aussi en sort préparé, il a beaucoup plus de versatilité qu'avant, puisqu'avant, voilà, enchaîné à ses sorts connus. Non seulement ça, mais maintenant il en lance dès le niveau 1. Tout à fait. Il a accès au cantrip. Exact. Avant, il n'y avait pas de cantrip. Là, maintenant, il allait chercher Druidic Warrior, qui était un style spécifique dans le Tasha. Mais en fait, Mais la classe de base du Player's Handbook, donc tu lançais pas de sort au niveau 1 et tu n'avais pas de tour de magie. C'est ça. Donc là, il y a vraiment une synthèse. En fait, on retrouve des éléments qui avaient été mis en place dans le Xanatar et mis en place dans le Tasha, qui ont été mis en synthèse dans cette nouvelle proposition. Donc déjà, il y a très symboliquement, ça devient un expert, donc ça devient un des maîtres de la compétence d'expertise, donc il va avoir de très bonnes compétences. Ça devient un lanceur de sorts préparé, donc c'est plus un lanceur de sorts médiocre. Il a la capacité quand même, il a accès à toute la liste primale, donc ce qu'on disait, sauf l'évocation, ce qui lui fait quand même un bon choix. Il a quasiment autant de choix que le druide. Et surtout, ils ont fait un tri dans ses capacités qui, à mon sens, fonctionne très bien. Moi, je suis très enthousiaste par rapport à ce Ranger. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Il donne envie d'être joué. L'archétype qui est proposé, qui est donc celui du chasseur. On retrouve, c'est un archétype pareil du manuel des joueurs de 2014. Ils l'ont simplifié, ils l'ont ramassé. Ils ont fait un arbitrage sur son rapport à ce fameux sort Hunter's Mark, qui était son sort, où ils ont essayé plein de signature, oui. Ouais, ils ont essayé plein de choses. Ils ont même rétropédalé par rapport au Tasha, où je ne sais pas si tu te souviens, il lui avait donné la capacité à le lancer en version ersatz non magique. Oui, exact, oui. Voilà, là, ils ont juste décidé qu'en gros, c'était le maître de ce sort et qu'il était capable de le lancer. Il n'a pas besoin de le préparer. Il est toujours prêt. Il l'a toujours, ouais. Voilà, il l'a toujours, donc au moins c'est réglé. Pas besoin de concentration. Voilà, et pas besoin de concentration, ce qui fait que tu peux le lancer en début de combat et lancer autre chose après. Exactement. Alors vraiment, là, moi je trouve la capacité ennemie jurée, ils l'ont vachement bien retravaillé. Hein. Comme tu viens de le dire, là, ça vaut vraiment le coup d'avoir ça pendant toute la durée du sort. Donc, t'as pas à te concentrer dessus. Tu l'as tout le temps dans ta liste de sorts préparés. Là, ça fait de toi vraiment un chasseur-tracker qui est intéressant. Oui, et surtout qu'en plus, ça colle avec une des images d'Épinal du rôdeur, puisque cette capacité Hunter's Mark, elle prend toute cette dimension quand on a plein d'attaques par tour. Or, un de ces deux styles de combat, c'est le style de combat à 2 armes qui a été amélioré considérablement dans cette version. Et donc, le Ranger va pouvoir optimiser son usage de Hunter's Mark, et c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est autour de ça qu'ils tournent depuis le début. Et là, absolument, on va faire quelque chose qui fonctionne bien. Eh ouais, moi je trouve, et puis en plus le fait qu'il soit capable donc de lancer des sorts dès le niveau 1, moi c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette. Parce que je trouve que ça manquait à cette classe, et le fait qu'il rééquilibre en lui mettant donc des tours de magie, en ayant cette facilité de changer les sorts, puisqu'avant tu ne pouvais changer que lorsque tu changeais de niveau, tu avais la possibilité de troquer l'un de tes sorts connus par un autre. Là, ouais, tu deviens, comme tu dis, hein, vraiment, ça devient très versatile, très adaptatif. Et c'est chouette. Je trouve que c'est chouette, là, pour la peine. Hein. C'est vraiment chouette. Autre chose sur le Ranger? Tu as relevé d'autres choses intéressantes? Là, comme ça, 3. Moi, vraiment, je vais bisser, mais ce qui vraiment me frappe, c'est cette capacité, c'est le travail de synthèse qui a été fait sur tous les essais qu'ils ont fait au fil du temps sur le Ranger. Il a proposé une version très ramassée, qui, à mon sens, fonctionne bien. Mais donc, oui, très important, c'est ce qu'on avait dit au début. Non seulement c'est un expert, mais il a accès aux dons des guerriers. C'est-à-dire que en termes de groupe, c'est un biclassé dès le départ, ce qu'a toujours été le Ranger, à la fois une sorte de guerrier voleur de la nature. Et là, on a vraiment ce truc-là, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher les dons de guerriers, alors qu'il a accès à 2 groupes de dons, ce qui en soi est une force, puisqu'il pourra piocher dans 2 familles qui ne sont pas forcément ouvertes à tout le monde.
Alors, il y a une capacité que je trouve sympa aussi, qui est au niveau 11, hein, Tireless, qui est en lien avec les niveaux d'épuisement, mais comme il propose des changements importants sur la règle d'épuisement, que j'aime pas du tout, mais on en reparlera un petit peu plus tard quand on arrivera au glossaire. Bon, du coup, à voir. Ben, peut-être qu'on peut tranquillement en arriver au roublard, au rogue. Oh, là, ouais, pas de problème. Là aussi, hein, des changements. Eh ben, un réétalonnage, mais finalement assez peu de changements. Tu noteras que sur le roublard, ils sont assez conservateurs. Ils ont clarifié ce qui méritait d'être clarifié et ils ont rééchelonné, donc parce que le roublard, c'est une classe qui gagne énormément à ce que ses archétypes soient sur ce modèle niveau 3, niveau 6, niveau 10, parce qu'avant c'était niveau 3, niveau 9. Autant dire qu'on passait un sacré paquet de parties sans voir sa deuxième capacité d'archétype. Là, ça y est, elles vont arriver beaucoup plus vite, ce qui permet notamment de faire arriver les capacités plus tôt. Et ça c'est extrêmement important, parce qu'il faut quand même rappeler que la capacité la plus cool, la plus stylée de l'archétype du voleur, qui était sa capacité à utiliser les objets magiques, arrivait au niveau 13 en DD5, c'est-à-dire que 85% des tables ne la jouaient, ne la jouaient pas. ne la jouaient jamais. Et là, on arrive au niveau 10, et ça veut dire qu'à partir du niveau 10, le TIF peut retrouver ce truc qui était génial dans les vieilles éditions de DD, qui était que le voleur peut utiliser les parchemins de sort, les objets magiques, et en fait, est quelque sorte un magicien en second, un sous-magicien, mais avec toujours la capacité à exploiter ce qu'il trouve pour se sortir de toutes les situations. Et oui, c'est ça qui lui donne vraiment le sens du terme roublard, en fait. Hein. Ouais. C'est cette capacité, un petit peu le scoundrel, quoi, le gars hyper adaptatif, qui apprend vite, qui s'adapte un petit peu à toutes les situations. Ouais, effectivement. Mais alors, par contre, effectivement, la capacité de sneak attack, hein, d'attaque sournoise, a été revue, encadrée. Oui, parce que c'est la même, hein, mais c'est juste, elle est plus nette. Alors, elle est plus nette parce que moi, ce que j'ai noté de vraiment, pour moi, hein, important, ça tient dans une phrase, hein, once on each of your turns. Et pas once per turns. Ce qui avait déclenché beaucoup de discussions en D&D5, parce que est-ce que la sneak attack c'était qu'une seule fois par tour, une seule fois par round, comment ça se passe? En réalité, c'est en D&D5 une seule fois par tour. Ce qui signifie que si un adversaire déclenchait une attaque d'opportunité, tu es sur le tour de l'adversaire, bah tu pouvais, si tu étais dans les conditions pour le faire, lui faire une attaque une sneak attack. Là, il y avait même cette combo classique qui était d'avoir un Battle Master qui utilisait une de ses manœuvres de combat pour te permettre de placer une deuxième sneak attack pendant son tour à lui. Son tour à lui, exactement. Eh ben, excite tout ça, parce que là, c'est once on each of your turns. C'est le tour du roublard et pas un autre. Donc, c'est quand même bien plus dangereux. C'est vrai, mais avouons que je pense que je n'ai pas de stats, donc là c'est vraiment un ressenti, mais les tables qui étaient capables d'exploiter cette faille dans les règles, qui étaient capables de dire mais attends, ça veut dire que pendant le tour des copains, il peut en replacer une, à mon avis, représentaient une petite minorité. Parce que moi, je sais que j'ai passé 2 ans à lire le manuel des joueurs quand il est sorti, sans me rendre compte de cette subtilité, tu vois, de me dire non mais attends, oui. Deuxième. Et donc voilà. Donc je pense que c'est un vrai nerf, mais c'est un nerf pour les optimisateurs. C'est pas un nerf pour l'utilisateur lambda qui de toute façon plaçait une sneak attack par round de combat. Mais à côté de ça, je sais pas si tu as vu toute la réorganisation de ces actions bonus et notamment de Hyde qui est placée derrière. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et ce que je trouve symboliquement très intéressant, c'est une capacité de haut niveau. Je ne sais plus si elle arrive à 13 ou à 14. C'est la capacité, en fait, parce qu'il y avait dans le guide du maître de la 5.0, il y avait une règle de flanking. Exact. Oui, elle est au niveau 13. C'est Subtle Strikes, attaque subtile. Voilà. Oui. Elle était considérée comme trop forte pour tout le monde, mais maintenant, c'est une capacité exclusive du roublard qui est d'avoir l'avantage quand il prend en tenaille. Et je trouve ça qu'il lui est donné à lui. Parce que c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui doit en bénéficier, c'est lui. C'est vrai. Un autre changement, hein, c'est l'évasion.
qui était en DD5 au niveau 7 et qui passe au niveau 9. Oui, qui arrive beaucoup plus tard. Qui arrive plus tard, donc l'évasion. En fait, c'est le problème de lui. Enfin, le problème, non. C'est la conséquence directe de lui avoir mis maintenant ses capacités d'archétype en 3, 6, 10. C'est-à-dire que sur le même intervalle où il en avait 2 avant, il en a 3 maintenant. Donc, il a fallu faire tout remonter en série. Ah ouais, absolument. Après, dans les hauts niveaux, bon, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir. Il y a aussi des choses. Moi, j'ai l'impression quand même que, je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'ils vont exploiter enfin, ils vont du moins essayer d'exploiter davantage ce tiers de jeu. Qui peut-être en DD5 était parce qu'on a bien vu qu'effectivement la plus grosse majorité des gens jouent les 2 premiers tiers de jeu. Oui. D'où les campagnes qu'ils sortent. Hein, voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que là, en plus, si on pense ouverture sur le multivers, exploitation de settings comme Planescape, etc. Bon, à voir, à suivre. Autre chose peut-être, Jean-Baptiste, sur le roublard. Le roublard, on va en revenir sur les. Je pense qu'on en reparlera dans le glossaire parce qu'en fait, il y a toutes ces mécaniques d'action en combat, négocier, se cacher, repérer, étudier, qui sont des choses en fait qui encadrent l'usage des compétences en combat et qui sont intéressantes notamment pour le roublard, mais pas que, et qui parce qu'en tant que maître des compétences, en fait, ils ont complètement codifié l'usage des compétences en combat. Ce sont des procédures. Ils ont vraiment mis des procédures très très claires, effectivement. Ouais. Donc, même dans tout ce qui est interaction sociale, moi, ça m'a étonné. Et je trouve que c'est un petit peu dans le droit fil de ce qu'ils ont proposé, me semble-t-il aussi, dans le Tachas, si je dis pas de bêtises, sur, en gros, que veulent-ils en parlant des monstres. Tout à fait. Mais il faut rappeler que tout ce système qui est codifié, et c'est très bien, qui va donc être mécaniquement codifié dans le manuel des joueurs, en fait, est déjà présent dans le guide du maître en 5.0. Ouais. Et là, on voit en fait ce qu'ils sont aussi en train de faire. C'est pas juste un changement des règles, c'est une réorganisation de la présentation des règles. Ouais. Et ça, c'est très bien parce qu'effectivement, toi comme moi, je pense qu'on a passé un nombre incalculable de débats à dire, mais en fait, c'est dans le manuel, c'est dans le guide du maître. Sauf que le guide du maître, personne ne le lit. C'est vrai. Il y a un certain nombre d'informations cruciales qui sont rapatriées vers le manuel des joueurs, et notamment cette capacité à négocier avec les 3 hostile, neutral et friendly. Donc c'est ça. Voilà, et la capacité à pouvoir négocier avec une créature et à lui permettre éventuellement d'arrêter un combat en disant on se calme, on vous veut pas de mal, voilà, ou de persuader quelqu'un de vous rendre un service. Maintenant, tout ça est codifié explicitement. C'est la gestion des attitudes, effectivement, qui se trouve dans le guide du maître. Et j'ai comme le sentiment que, outre-Atlantique, effectivement, la question du roleplay se pose peut-être différemment de chez nous, et que la nécessité de faire un G2D pour savoir si oui ou non est-ce que j'arrive à changer l'attitude du PNJ qu'il y a devant moi, le fait de mettre un G2D, effectivement, ça clarifie et pour le maître de jeu, qui peut-être ne saurait pas le jouer en roleplay, et pour le joueur, parce qu'en fin de compte, ces phases de négociation 100% roleplay, elles sont entre les mains du MJ finalement. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? C'est le MJ qui va décider. Bien sûr, mais ça c'est une question qui est énorme de game design sur le rapport entre le roleplay et le roleplay. Voilà. Mais en gros, là, l'idée qui sous-tend ça, c'est qu'un joueur timide peut aussi jouer un barde extrêmement volubile et dire, au lieu de faire un roleplay, oui, messire, machin, dire, je demande, je négocie avec le chevalier pour qu'on arrête de combattre, et je laisse juste mon personnage le faire parce que moi, j'ai pas forcément envie de le faire devant des gens que je connais pas forcément très bien. Exactement. Qu'aux États-Unis, on joue aussi très souvent avec des gens qu'on ne connaît pas. On n'est pas forcément dans le même rapport de confiance que les Français qui jouent quand même plutôt traditionnellement entre copains. C'est ça. Et l'aspect procédurier permet effectivement de gérer ça avec un G2D, parce que le maître de jeu donc aura déterminé que l'attitude du garde, là en l'occurrence, elle est hostile. Et donc, comme on va le voir plus tard, moyennant un G de charisme, persuasion ou intimidation, paf, elle va passer de hostile à indifférent, et donc le jeu va pouvoir continuer comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt malin, même si pour beaucoup de vieux briscards, ça peut paraître complètement accessoire, cette codification.
Oui, mais après, c'est toujours le même problème de est-ce qu'on veut que son personnage soit capable de faire ce que nous, on n'est pas forcément capable de faire. C'est toujours le C'est même vrai. souci. Les vieux briscards, surtout avec des dessins qu'on nous a fournis, l'outil ultime pour avoir le meilleur des deux mondes, peuvent toujours dire bah, tu me fais ton jet de négo, et si tu me fais un bon roleplay, Voilà, c'est ça. je te donne l'avantage, c'est réglé, tu as l'avantage, et voilà. Et Ouais, là, en effet. c'est le meilleur des deux pratiques. Ce qui suit sur ce document de playtest qui compte quand même 37 pages hein, versus 21 pages pour le premier, ce sont les dons. Ouais. Hein, ce sont les dons. À savoir que certains dons sont définis comme étant rejouables. Il y a certains dons que tu peux prendre plusieurs fois pour améliorer ce que tu peux faire avec ce don. Qu'est-ce que tu retiens de tous ces dons, mon cher Jean-Baptiste? Alors, deux choses. Déjà, un des rares reproches que je vais faire à ce document de playtest, parce que je suis très enthousiaste sur la refonte des classes, je pense que ça s'est senti. Ouais. Ouais. Mais un des rares reproches, et je dirais qu'au niveau des dons, à mon avis, sur certains dons, ils sont un peu mis le doigt dans l'œil, parce que quand on voit par exemple que le talent de combat de protection du guerrier, parce qu'on l'a dans ce document-là, parce que je vais y arriver, le ranger est capable d'avoir accès au don de guerrier, donc ils ont mis aussi les styles de combat, on les a, et quand on voit que le style de combat de protection du guerrier, qui était déjà mauvais en 5.0, est encore plus mauvais maintenant, j'ai du mal à les suivre. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais donner le désavantage à quelqu'un qui aidait un de tes copains. Maintenant, tu peux donner -2, alors que numériquement, -2, c'est moins bien que le désavantage, alors même que c'était un style de combat que personne ne jouait parce qu'il était considéré comme faiblard. Là, Hmm. je peux pas comprendre. Et autre chose, j'avoue que le côté tous les dons maintenant sont des demi-dons, c'est-à-dire d'abord un plus un dans une carac et ensuite un certain nombre de capacités, je suis pas sûr d'être fan. Ouais. Je suis pas sûr d'être fan. Mais à côté de ça, ils ont enfin réglé des combinaisons de dons qui étaient trop fortes, que tout le monde jouait tout le temps en permanence. Donc le fameux Sentinelle et Maître Polearm Master, qui était toujours joué en combo et qui était insupportable. Ouais. Et les deux dons, les deux dégâts, les deux dons de dégâts -5 + 10 que tout le monde jouait systématiquement. Bon, bah là, ils se sont pris une claque monumentale. Donc, on va enfin pouvoir voir d'autres dons. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis. Alors, comme j'ai pas coutume de jouer les dons dans mes campagnes, j'avoue que pour l'instant, j'ai du mal à vraiment voir un petit peu toutes les combinaisons possibles. Je vois que tu as fait cette analyse et effectivement, il y a certaines choses qui ont été revues, réencadrées, réévaluées et c'est pas plus mal pour ceux qui vont jouer les dons. Et il y a ces fameux Epic Boon. Oui, mais alors comme ce que je te disais, comme moi de toute manière, je suis persuadé qu'ils vont servir à 3 personnes dans le monde. Je les ai à peine, je vais Survolé. le regarder vite fait, mais ça, je peux pas te dire que ça m'intéresse. Si tu Ouais, venais ouais, ouais. au perso de niveau 20, Alors, après ça, on arrive aux listes de sorts. Et alors là, le principal intérêt, me semble-t-il, ce sont les changements d'école de certains sorts. ouais. Et sachant que dans le glossaire, on voit qu'il y a 2 sorts problématiques qui ont été refaits, notamment, et ça c'est très emblématique du passage, à mon sens, de la 5.0 à la 5.5, c'est que le fameux sort de Guidance, je ne sais pas comment il Oui, est traduit en français, a été assistance. assistance. Assistance, c'était quasiment un gag. C'est-à-dire qu'il y a certains chroniqueurs qui n'hésitaient pas à dire que si DD3 et DD4 c'était du D20 système, DD5 c'était du D20 plus D4 système. C'est-à-dire c'était un sort, un cantrip, donc on pouvait lancer à volonté et qui permettait de filer un bonus de 1 D4 au jet d'un copain, à partir du moment où c'était sur une tentative relativement courte. Donc autant dire qu'une partie de DD5, dès le niveau 1, dès qu'il y avait un prêtre, ça donnait « et je peux faire guidance, et je Et peux oui. faire assistance, et là je peux faire assistance ». C'était insupportable. C'est sur un jet de carac, par contre, de mémoire. Hein. Ou un jet d'attaque aussi. Non, jet de compétences. Voilà, c'est ça. Voilà, jet de compétences. Enfin oui, ability check. Ouais. Voilà. Et là maintenant, enfin, on est revenu à des trucs raisonnables. C'est-à-dire si c'est toujours un cantrip, si c'est toujours plus un des 4, une même personne ne peut bénéficier
du sort de guidance qu'une fois, entre 2 repos longs, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut un repos long. Il y a aussi, si je dis pas une bêtise, un changement important avec assistance, c'est que ça devient un sort en réaction. En réaction. Et donc, ça, c'est Eh vachement. oui. Effectivement, au lieu de dire. Je crois que c'était un sort en action bonus avant, me semble-t-il. Alors, de mémoire, je peux pas te dire. On livre des D3. On va regarder ça tout de suite. Mais disons, voilà, avant, c'était ah bah, Michel le voleur va tenter de crocheter la porte, bah, je vais lui faire un sermon et il va avoir son plus D4. Là, c'est ah, Michel le voleur a raté son jet de crochetage. En réaction, je lui rajoute un petit D4 si je pense que ça peut changer la donne. Quoi. Oui, assistance se lancer sur une action. Voilà. C'était sur une action et ça, par contre, voilà, le truc, c'est qu'avant, ça avait une durée de concentration jusqu'à 1 minute. Et là, donc, ça devient instantané. Et oui. Forcément, puisque c'est sur une réaction. Une réaction, c'est ça. Donc ça, pour le coup, même si ça peut paraître mineur, même si c'est un détail pour vous, pour nous, ça veut dire beaucoup. Mais ça va changer, je pense, vraiment, réellement, la vie de beaucoup de meneurs de jeu, de joueurs autour de la table, de façon très nette. Oui, moi je trouvais ça normal hein, que le clerc balance guidance toutes les 2 minutes. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'était compréhensible quelque part. Donc voilà, quelques changements d'école, de sorts. Je crois qu'il y a 2 sorts qui sont reprécisés. Hein. Il y a effectivement, tu viens de le dire, guidance et Barkskin. Et Barkskin, exactement, peau d'écorce. Peau d'écorce, ouais. En effet, Barkskin qui devient, me semble-t-il, un petit peu plus intéressant qu'auparavant. C'est ça. Vas-y, je sais pas si tu l'as là en tête, moi je vais le retrouver. En gros, il te file maintenant il te file un matelas de points de vie temporaires qui se régénère au début de chaque tour. C'est ça. Sachant que c'est basé sur je sais plus quoi, c'est pas grand chose, c'est 6 ou 7 points en règle générale, mais donc c'est l'addition d'un proficiency bonus et d'autres choses, je sais plus, probablement la capacité de lancement. Ouais. Caractéristique de lancement, et donc ça se régénère au début de chaque tour. Et mine de rien, c'est assez conséquent parce que sur un combat de 3 tours, ça va faire un bon matelas de points de vie au final. Oui, effectivement. Et du coup, je trouve que c'était plus utile, effectivement, que la version précédente, que la version des 5. Concernant d'ailleurs les sorts, bon, ça sera à vérifier quand ils nous sortiront le package sur les lanceurs de sorts, mais j'ai vérifié dans la description de la capacité d'incantation, par exemple du barde en D et D5, tu sais, il y avait cette particularité qui a été précisée comme quoi tu peux utiliser un slot d'un certain niveau pour lancer un sort d'un niveau inférieur. Là, ça n'est pas redit. Et c'est une vraie question qui va en fait de main dans la main avec cette idée que le nombre de sorts préparés est strictement identique au nombre de slots. Effectivement, est-ce qu'on va pouvoir upcaster aussi facilement? C'est ça, tu as utilisé tous tes emplacements de niveau 1, il te reste, je sais pas moi, 2 emplacements de niveau 2. Ah bah tiens, tu veux lancer voilà, un sort de niveau 1. Est-ce que la règle qui est proposée ne le permettra plus, alors qu'en D5, c'était possible? C'est pas dit clairement, mais entre eux, on le devine. Ouais, on sera fixé, je pense, avec les lanceurs de sorts arcaniques quand ils vont tomber, mais peut-être vont-ils faire le choix, parce que si tout le monde prépare, peut-être vont-ils faire le choix de réserver cette capacité à l'ensorceleur. Voilà, ouais, tout à fait. Pouvoir d'une manière ou d'une autre jongler avec ces spots, ce qui paraît très logique. Ouais, ce serait logique, oui, effectivement. Alors, du coup, on arrive très gentiment au glossaire. Voilà, alors le glossaire, c'est véritablement tous les éléments de règles qu'il propose, et dorénavant celui-ci, si vous voulez essayer ce playtest, c'est celui qui doit prendre le pas sur le glossaire précédent. Alors comme le disait Jean-Baptiste très justement tout à l'heure, un des plus gros changements, c'est de donner l'inspiration sur un 1, contrairement au premier playtest où il donnait l'inspiration sur un 20 net. Ouais. Disons que c'est vraiment un changement de philosophie, et ils ont dit qu'ils allaient probablement réessayer encore autre chose avant la fin parce qu'ils statent sur l'inspiration. Ouais. Mais en gros, au lieu de dire tu as eu de la chance, tu en auras encore plus après, là on est sur la mécanique inverse, c'est que tu t'es planté comme
voilà, tu t'es complètement planté devant tous tes potes, on va te filer ça pour compenser, pour revenir, pour remonter sur le jet suivant. Ouais. À choisir, je préfère le deuxième parce que j'aime bien l'idée, t'as pas eu de bol, allez hop, on te file un jeton. Mais moi, je reste sur ma ligne, je préfère que l'inspiration soit liée au roleplay plutôt que strictement mécanique. Oui, tout à fait. Par rapport au précédent playtest. Ouais, je te suis. Gros changement aussi concernant donc l'épuisement. Oui, alors là, voilà. Ouais. Toi, donc vas-y, toi, t'aimes pas, toi. Alors non, j'aime pas. Ce qui est proposé là aujourd'hui, c'est l'épuisement. C'est une échelle qui va de 1 à 10. Et pour faire simple, l'épuisement, ça devient une pénalité que tu appliques à tes jets. Voilà, tu vois, soustrayez donc votre niveau d'épuisement. Déjà, tu le soustrais du jet de sauvegarde de sorts, des sorts que tu lances. Alors ça, à la limite, ça me dérange pas. Mais par contre, lorsque tu fais un test de D20, donc tu soustrais ton niveau d'épuisement du résultat. Et lorsque tu fais un repos long, tu enlèves un point. Et lorsque, bien entendu, tu arrives à 10 points d'épuisement, ils disent tu es mort. Hein, voilà. You die if your exhaustion level exceeds 10. Voilà. Donc, à 11, tu es mort. Bon. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans la mécanique d'épuisement de D5, c'était qu'elle touchait à différents aspects. D'abord, tu avais le désavantage à tes jets de carac. Ensuite, tu te retrouvais avec ton déplacement qui était divisé par 2. Ensuite, c'était désavantage même à tes jets d'attaque. Enfin, il y avait 5 niveaux et je trouvais qu'ils avaient plus d'impact sur le jeu qu'une simple pénalité en fin de compte. Je comprends bien, mais en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut, à mon sens, garder en tête, c'est qu'un désavantage, statistiquement, c'est moins 5. C'est moins que ça. En fait, c'est moins que ça. Statistiquement, c'est moins 3,5. Ouais. On va dire. Pour faire ça. En fait, ça dépend du seuil que tu veux atteindre, mais bon, c'est plus compliqué. Mais on va dire que si la moyenne, en gros, quand on lance un D20, on peut obtenir 10,5 en moyenne, c'est le résultat moyen. Quand on lance un D20 avec l'avantage, on est à 13,8. Il y avait cette idée que dès qu'on prenait le premier niveau de fatigue en 5.0, on se retrouvait avec donc ce désavantage, ce moins 3,5 sur tous ces jets de compétences. C'était extrêmement impactant. Et donc, ce qui se passait concrètement, c'est que les gens, dès qu'ils avaient un premier niveau de fatigue, ils s'arrêtaient. Les joueurs disaient comment on peut se reposer, comment on peut ne pas continuer, comment on peut le perdre, et sachant qu'il n'y avait quasiment aucun moyen simple de perdre les niveaux de fatigue, parce que en gros, la première capacité qui permet d'enlever un niveau de fatigue, c'est Lesser Restoration. C'est ça, oui. Donc, en gros, c'était assez compliqué de perdre des niveaux de fatigue, ce qui rendait, entre parenthèses, l'archétype de berserker pour le barbare assez compliqué à jouer, puisqu'on avait un niveau de fatigue dès qu'on mettait sa rage améliorée en tant que berserk. Là, comme on fonctionne par toutes petites touches, il n'y a pas le même rapport 1-1 partout, finalement. 1-1, ça fera une différence une fois sur 20. 1-1, c'est quasiment indolore. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que ça va s'accumuler. -1, -2, -3, -4. À quel moment les joueurs vont commencer à se dire « Oh, là, mon personnage est vraiment sérieusement handicapé ». Intuitivement, on pourrait se dire que c'est à -3. C'est-à-dire l'équivalent du vieux désavantage sur tes jets. Sauf que là, par contre, c'est -3 partout. C'est-à-dire que tu as d'entrée de jeu -3 au test au ability check, au jet d'attaque et au lancement de sort pour passer la sauvegarde des petits camarades. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'idée le premier point, il coûte pas grand-chose. Tu vois, c'est-à-dire que tu dis -1, bon allez, -1, je prends. Et ensuite, on va voir comment les choses vont se cumuler. Et pareil, ça repart automatiquement, mais par petites touches. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu es à -2, tu repasses à -1 après un repos long. Et donc, il y a cette capacité du ranger qui, lui, automatiquement, en récupère un de plus. À chaque repos, il est capable d'en évacuer un, en plus de se faire un petit matelas de points de vie avec sa capacité. Et j'aime bien. Moi, j'aimais beaucoup mais effectivement, ça s'entend ce que tu dis. Je pense que ça va dans le sens de ce qu'il voulait, effectivement. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté un petit peu dramatique du niveau d'épuisement.
voilà, tu vois, ton personnage, tout à coup, il se déplace plus qu'à mi-vitesse, quoi. Donc voilà, ça pour moi, ça avait vraiment vraiment du sens au-delà de la simple conséquence numérique. Mais Non, mais par il exemple, pourra, quand tu as des créatures qui te mettent des niveaux d'épuisement, par exemple, d'exhaustion, waouh, ça a du sens. La créature, elle te fait du dommage autrement qu'en te prenant des points de vie. Là, en l'occurrence, on peut aisément imaginer un personnage qui a peut-être pris 3-4 points d'épuisement, et qui pour autant continue à faire du dash, se précipiter, etc. je suis d'accord qu'il faudrait qu'il statue sur le mouvement. Ça peut pas juste Par être. exemple. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, enfin, tu joues justement, et c'est marrant que ça tombe dans les playtests des experts. Tu joues un expert, c'est-à-dire un maître des compétences. Bah, alors avant, dès ton premier niveau de fatigue, bah, ton perso il est ruiné. Tu as des avantages sur tous tes jets. Tu peux plus Bien rien. sûr. Alors que là, un -1, voire un -2, tu peux l'encaisser, tu vois, tu peux continuer en étant un peu fatigué. Mais un désavantage surtout, ton perso est foutu. Donc, je trouve que ça a plus de granularité. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça devrait statuer aussi sur le déplacement. Ouais. Ouais, moi, je trouvais ça sympa le fait que, tu vois, par exemple, voilà, l'opposition est trop importante, faudrait fuir. Oui, mais t'en as un qui a perdu la moitié de son mouvement, quoi. Oui, oui, tout à fait. Qu'il faut aider, Je trouvais ça assez sympa. On peut passer à l'influence. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça fait partie de ces modifications donc qui visent à codifier l'attitude des PNJ et des monstres et de donner vraiment tout leur sens à des jets de charisme associés à intimidation, manipulation, etc. Mais même, en fait, c'est tout un ensemble de codification des jets de compétences en combat, parce que je sais pas si tu as vu ce qu'ils ont fait sur les jets d'intelligence en combat. C'est Oui, très intéressant en regroupant en fait chaque créature sous un type de jet, donc Arcana pour tout savoir sur les fées, tout à fait, ouais. pour tout savoir sur les fielons, et ça permet d'avoir l'idée que si tu veux un renseignement sur une créature, deviner quelque chose, essayer de l'identifier ou peut-être deviner un point faible, ça correspond à une action qui est clairement codifiée en jeu, qui est de l'action c'est study, je crois, c'est étudier. Oui, c'est ça, étudier, Ouais, oui. et qui va être un défi d'intelligence qui va te prendre ton action. Et ça, je trouve ça très bien. Et ils l'ont fait donc avec la diplomatie, donc pour négocier ou pour intimider. Effectivement, on va enfin pouvoir avoir quelque chose de très clair sur l'usage de l'intimidation en combat. Mais il y a d'autres aussi. De mémoire, il y a d'autres compétences qui qui sont encadrées comme ça. Il y a les compétences de wisdom, donc de perception, qui sont bien mis en cadre comme ça. Et ça permet d'avoir une plateforme d'outils de comment utiliser les compétences en combat. Et ça, je trouve ça très bien. Ça manquait un petit peu. C'était un des défauts de la 5e.0 qui s'adressait à des grognards qui le faisaient intuitivement. Oui. On l'a tous fait. On a tous improvisé un jet de compétences en combat en disant tiens, tu veux faire ça, ok, fais-moi un jet de comp. Là, les choses sont clairement posées et carrées. Absolument, oui. Et on notera, par rapport à l'usage des compétences, qu'il y a quelques changements quand même. C'est-à-dire que là, l'idée que, en gros, il y a des mariages de compétences et de caractéristiques qui ne sont plus forcés. C'est-à-dire que tu peux faire maintenant un jet, que je ne dise pas de bêtises, d'athlétiques sous force ou dex, est posé à peu près clairement. Et surtout, très important pour le roublard, extrêmement important, on a un transfert massif. J'ai l'impression à la lecture qu'il n'y a plus de jet directement sous outil. Oui, exact, tu as raison. J'ai noté ça, effectivement. Nulle part, j'ai vu de référence aux outils. Effectivement. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, faire un jet de crochetage, c'est un jet de Slate of Hand, et tu as l'avantage si tu as la maîtrise des Thieves Tool. Ce n'est plus un jet de Thieves Tool, ce n'est plus un jet de voleur. Voilà. Ouais, tout à fait. Et là aussi, ça, c'est de la clarification parce que, bienvenue, parce que les outils, ça a fait couler beaucoup d'encre là aussi. C'était vraiment pas clair du tout. Et là, ça permet vraiment de remettre une fois de plus, encore un peu plus les caracs et les compétences au centre du jeu. Tout à Et fait. c'est plutôt bien pensé, ouais, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Écoute, il me semble que c'est pas mal.
Ouais, c'est un gros débrief Il me déjà. semble que c'est pas mal. En tout cas, j'espère que les copains là, de la communauté auront apprécié ces quelques explications, quelques remarques que Jean-Baptiste et moi aurons pu faire sur ce deuxième package de playtest. Il y en aura donc d'autres qui vont arriver. Peut-être que vous avez repéré des choses qui nous ont échappé, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo. Vous nous laissez un petit mot. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, n'hésitez pas à partager également cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Un petit clic, un petit partage. Et ça permettra de la diffuser très très largement pour agrandir cette déjà très jolie communauté. Pas vrai, Isler? Tout à fait. Et voilà. Alors, je sais pas, pour finir, je sais pas si ta synthèse, toi, comment tu ressens ce document. Ouais. Mais moi, globalement, je pense que ça avait été clair. J'étais assez mitigé sur le premier doc. Je suis beaucoup plus convaincu par celui-là. Vraiment, même si tout n'est pas parfait. Mais notamment, ils m'ont rassuré sur le respect de l'existant, parce que toutes ces classes qui sont réorganisées, en fait, elles restent très proches de ce qu'on avait avant, et surtout sur la compatibilité, parce que s'ils continuent comme ça, moi je suis intimement persuadé qu'ils vont réussir ce qui est vraiment important, à savoir qu'on va pouvoir jouer indistinctement la 5.0 et la 5.5, voire faire par exemple ce que moi je ferais là spontanément avec ce que j'ai en main, à savoir garder mes peuples de 5.0 mais prendre les classes de 5.5 par exemple, parce que je ne vois pas de choses qui m'empêcheraient de le faire. Donc je suis très content de ce deuxième paquet. Je sais pas toi comment. Oui, pour l'instant. Alors moi aussi, vraiment, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la simplification de vraiment ce qui était touffu, l'attaque sournoise, la gestion des emplacements de sorts, la versatilité accrue effectivement du barde et du rôdeur. Je trouve que tout ça va vraiment dans le bon sens. Et j'essaye d'imaginer ça un petit peu imprimé dans une version définitive. Je pense qu'effectivement, voilà, il en ressort quelque chose de beaucoup plus clair, de plus équilibré, vraiment très bien. Et c'est c'est très enthousiasmant pour la suite. Le moins, ça reste encore les dons. Oui, je suis d'accord. Qui sont du coup maintenant on a la confirmation qu'ils vont être vraiment partie prenante de la nouvelle mouture qu'ils proposent. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment hâte de lire les autres packages qui vont arriver. Ouais, moi aussi, tout à fait. Isler, merci beaucoup Eh bien, d'avoir passé ce moment avec moi. avec plaisir, et à bientôt, Wari, à bientôt la communauté Jeux de rôle Passion. À bientôt la communauté, jouez bien, testez un petit peu tout ça. Tiens, n'hésitez pas à nous dire si vous testez ces packages, n'hésitez pas à faire des retours, que ce soit ici en commentaire ou que ce soit sur le groupe Facebook Jeux de rôle Passion. Ça sera avec plaisir qu'on va lire tout ça. Allez, à très bientôt les rôlistes, bonne partie et jouez bien.